on a parlé du droit à l'information des patients qui était inclus dans les protocoles d'études des essais cliniques. Et donc, est-ce que ce ne serait pas légitime que les patients soient informés des résultats des études cliniques comme n'importe quel usager, comme n'importe quel citoyen aujourd'hui, qui ait une transparence totale des résultats des études cliniques. Et ne serait-il pas intéressant qu'il y ait la création d'un observatoire mondial des essais cliniques, que ces résultats, ces données soient accessibles à tous les chercheurs indépendants qui n'ont pas forcément participé aux qu'il y ait aussi une accessibilité sans restriction de toutes les données brutes de ces résultats, qui, à mon avis, fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Voilà. Votre réflexion, madame, s'inscrit tout à fait, finalement, je vais le dire comme ça, dans la logique de l'ouverture des données. Et dans mon propos, c'est pour cela que je citais que les protocoles ne se limitent pas à un entre-soi d'experts, et les résultats de la recherche, que ce soit d'ailleurs de la recherche en santé publique sur lequel j'ai centré mon propos, ou de recherche sur le plan thérapeutique ou sur le plan des investigations, ces résultats-là devraient évidemment être accessibles au public et aux autres équipes, comme vous l'avez souligné, qui n'ont pas participé à la recherche. Il existait jusqu'à présent, et peut-être en raison d'une tradition multiséculaire, que les dépositaires du savoir, notamment universitaires, répugnaient un peu à penser qu'ils n'étaient pas les seuls dépositaires de ce savoir, ou plus exactement qu'il existait un savoir profane, si je puis me permettre cette expression, qui est tout aussi utile sous l'angle éthique. Ce sont des propos généraux, mais en tout cas, à titre personnel, je m'associe à votre question qui était aussi un vœu, si j'ai bien compris. Dans les deux derniers exposés, vous avez bien indiqué que dans le consentement éclairé il devait y avoir la possibilité d'indiquer s'il y avait conflit d'intérêts. Dans beaucoup d'essais thérapeutiques qui sont effectués, il y a conflit d'intérêts de l'investigateur qui est très généralement rémunéré par l'industrie pharmaceutique, ne serait-ce que pour des compensations, pour publier les résultats, invitation au congrès. Or, dans les documents qui sont remis aux personnes qui se soumettent à la recherche, je ne me souviens pas avoir vu ces aspects-là abordés. Et donc, ma question serait, est-ce que ces conflits d'intérêts qui sont très, très, très habituels dans ces essais thérapeutiques financés par l'industrie, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à la déclaration d'Helsinki ? De même que lorsqu'on se trouve dans d'autres contextes en phase d'expertise sur un sujet très pointu, nous savons que les experts, la plupart du temps, sont les chercheurs eux-mêmes et que leurs travaux ont été publiés avec ou sans l'aide économique de tel ou tel laboratoire, mais de façon transparente. Donc il est certain que le conflit d'intérêts, il y en aura toujours. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit connu, explicité et donc transparent d'une certaine façon. C'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc je ne sais pas si dans un certain nombre de protocoles qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation sur le vivant sont prévus comme dans un certain nombre de prises de fonction décisionnelles. Il y a une déclaration d'intérêt qui doit être faite. Ça me paraît assez logique. Mais on ne les évitera pas. On ne les évitera pas. Vous avez raison de le souligner. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut être conscient de la difficulté dans laquelle on se trouve. De même, on recherche un consentement. Le langage qui va être utilisé, il faut savoir le maîtriser pour ne pas instrumentaliser la personne. Voilà.
En tant que médecin épidémiologiste, je suis parfaitement convaincue de l'intérêt majeur en santé publique des bases médico-administratives. La question que je me pose, c'est si de votre point de vue, on doit considérer que ces données font partie d'un patrimoine collectif, un petit peu comme ça a été dit dans une autre question. Et dans la recherche, on dit que les personnes ont un droit au retrait des informations qui les concernent. Est-ce que vous pensez que les patients gardent le droit d'accès à leurs données informatisées ? Est-ce qu'on doit plutôt considérer que c'est un patrimoine collectif et à partir du moment où on ne peut plus les identifier, quelque part, c'est les données de la société ? Ou est-ce qu'ils doivent encore avoir un droit d'accès ? Est-ce que techniquement, on peut retirer les données qui les concernent lorsqu'on utilise ces données pour la recherche ? Je ne sais pas quelle décision sera prise en matière d'open data et de l'ouverture des données, puisque la décision, finalement, ultimement, reposera sur l'État et sur la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Mais il est certain qu'un patient... Enfin, je vais d'abord dire que pour chacun d'entre vous qui avez eu accès au système de santé ou qui êtes professionnel de santé, le SNIRAM et le PMSI connaissent individuellement, puisque vous avez pratiqué des actes, si vous êtes professionnel de santé, et que ces actes ont été remboursés par l'assurance maladie obligatoire. Il y a donc là un trésor sur lequel Harpagon veille, ma cassette, ma cassette, ma cassette. Et c'est bien au nom de la démocratie sanitaire et de la recherche que ces données doivent être ouvertes, à la condition que la personne qui a été productrice de la donnée, puisque c'est elle que cela concerne, puisse demander le retrait de la base des informations qui la concernent. Il est vrai que la procédure existe, elle s'apparente un peu à un parcours du combattant, mais puisque la loi dit que c'est possible, on entend par là que les libertés sont respectées. Ce qui est peut-être un tout petit peu plus subtil que ça, ne serait-ce qu'au niveau du devoir d'information des citoyens. Mais la loi permet de demander, la loi informatique et liberté notamment, si c'est une base informatique, de rectifier ou de supprimer la donnée qui figure dans la base. Merci Jacques. Je crois que Monsieur le Président Doux avait quelque chose à rajouter. Merci. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la rédaction de la prochaine directive européenne sur les essais cliniques oblige la publication de tous les essais et que ces essais soient effectivement rendus à l'information et des médecins et des patients. C'est ce qui va être développé tout à l'heure. Je voulais simplement revenir aussi sur le problème du consentement. N'oublions pas qu'au milieu de tout ça, il y a quoi ? Il y a avant toute autre chose un être humain. Un être humain qui est peut-être malade. Un être humain qui est fragilisé par la maladie. Cet être humain arrive devant les équipes de chercheurs, devant les équipes médicales, avec son histoire, sa culture, sa langue, avec sa famille aussi, avec son entourage. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande avant tout, bien sûr, une information. Il demande un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à présent, la confiance. Et cette confiance, ça ne s'achète pas. Cette confiance, ça se donne. Cette confiance, on la retrouve entre son médecin et son patient. Et en tant qu'après, j'en discutais avec Jean-Marie Faroujat il y a quelques jours, après 40 ans d'exercice médical en tant que tout petit médecin généraliste dans une contrée de l'Est de la France, combien de fois nous avons des patients qui arrivent, voilà, je sors du centre anticancéreux, voilà, docteur, 10 pages qu'on m'a fait signer, mais je n'y comprends rien. Expliquez-moi. Et le mot de la confiance prend tout son sens, et c'est là où il y a la différence entre le consentement et l'assentiment. Le consentement, je comprends tout, je suis capable de signer, je signe. L'assentiment, docteur ou la personne de confiance, expliquez-moi, mais in fine, vous comprenez mieux que moi, et je donne mon assentiment. Merci. Jacques Lucas, un tout petit mot sur le consentement avant de conclure. Juste un petit mot sur le consentement, afin que le propos et que l'application ne soient pas très abstraits et que l'on ressorte en disant « nous sommes vraiment des êtres profondément bons parce que nous avons assisté à un colloque éthique qui traitait du sujet ». Un de mes confrères africains me faisait observer récemment, et c'est d'ailleurs
à la réunion au Conseil national de la Conférence des ordres des médecins francophones à la suite d'une intervention d'un autre membre. C'est très beau le consentement aux soins. Encore faut-il ne pas être mort parce qu'on n'a pas pu les avoir. Je crois que c'est quand même une pensée profonde qui doit nous inspirer lorsque nous traitons ces sujets. Il ne s'agit pas de dire que le consentement est accessoire, mais je vois qu'on parle aussi de l'assentiment qui mérite peut-être d'être exploré avant d'être accepté comme tel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jacques. Pour conclure simplement, je dirais bien sûr merci à tous nos intervenants qui ont su, à travers leur discours, souligner les particularités du consentement dans des circonstances particulières de fragilité et de vulnérabilité, de l'importance d'une information claire, loyale et appropriée, de l'assurance que les données, tant dans leur recueil, leur stockage, que dans leur exploitation au service de la science et au bénéfice des patients, seront à l'abri de toute utilisation prohibée et de tout risque de violation du secret, autre principe incontournable. En matière de recherche biomédicale, le consentement libre et éclairé est au carrefour de la loi, du réglementaire et du déontologique, dans l'ambiance toute particulière de la rencontre singulière entre un médecin responsable et une personne qui consent à un protocole précis et bien expliqué, d'où l'importance d'une information parfaitement délivrée par un professionnel compétent et bien comprise par ceux appelés à donner un consentement pour eux-mêmes ou au nom de ceux dont ils répondent, sans omettre l'importance de l'assentiment de ces derniers. La rigueur des textes et leur stricte application garantissent les droits individuels de tous ceux amenés à participer à la recherche biomédicale, recherche dont on ne saurait se passer dans l'intérêt de tous et dans le respect des principes d'autonomie et de bienfaisance dus à la personne et rappelés dans de nombreuses conventions européennes sur les droits de l'homme. La déclaration d'Helsinki, ligne directrice proposée à l'ensemble des intervenants, reste le symbole du respect de l'éthique en matière de recherche médicale à travers des protocoles destinés à faire avancer la science au service des patients. Mais rappelons surtout que le consentement libre et éclairé de la personne, même recueilli conformément aux textes et recommandations et après information, ne décharge pas pour autant le médecin de toute sa responsabilité. Je vous remercie.